Alors bonjour et merci de m'accueillir dans ce colloque sur la critique, le rapport entre critique et création. Alors c'est toujours intéressant d'entendre l'élaboration du discours critique et théorique sur l'art en général, un petit peu en contraste avec ce que je peux rencontrer dans le monde des musiques populaires enregistrées. Parce qu'effectivement, c'est un domaine où l'élaboration théorique est beaucoup moins développée historiquement. On n'est pas du tout, pour ainsi dire, au même stade, si tant est que voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on en est non plus à une sorte d'enfance de la théorie, mais le monde critique, enfin, le rapport des musiques populaires enregistrées à la théorie est lui-même assez houleux, voire conçu comme contradictoire, à la fois par les esthéticiens, par les gens qui font de la théorie et par les gens qui font de la pop, qui se méfient justement d'une théorisation de cet art qui mise sur des dimensions plutôt non conceptuelles et plutôt humaines, liées à la spontanéité humaine, à l'incarnation, au divertissement, à l'émotion, même dans ces formes peut-être qui peuvent paraître, enfin même dans ces formes les plus avant-gardistes, dans le monde de la musique électronique où on joue des drones qui peuvent paraître très ascétiques par rapport au modèle du hit et de la succession des couplets et des refrains. On peut aussi se méfier de la théorie, même si voilà, on peut des dialogues s'établissent. Alors moi, j'ai tendance à penser qu'en réalité, tout cela enfin, cette antithèse apparente entre pop et théorie n'est qu'une antithèse apparente, et donc aussi entre pop et critique, puisque la pop a toujours eu un rapport critique à elle-même, certes de façon plus ou moins discursive, mais on trouve voilà ne serait-ce par exemple que sur le rapport au divertissement, l'idée que the party's over est au cœur des chansons les plus propices à être diffusées durant des fêtes, par exemple. Donc il y a un rapport déjà très mélancolique dans la pop à son propre paradigme anti-intellectuel. Mais je vais aller un peu plus dans le détail. Alors pour revenir au rapport donc entre pop et critique, je dirais que ce rapport peut apparaître de deux manières. D'abord comme un paradoxe. Ensuite, comme une forme assez idéologique, finalement. Comme un paradoxe, parce que comment peut-on concevoir que la musique pop serait une forme critique, alors que, selon toute évidence, c'est un art qui est dominant, voire c'est une forme qui est dominante. Vous avez sans doute été informé, peut-être y avez-vous été, du fait qu'il y a eu une grande exposition sur David Bowie à la Philharmonie il y a quelques mois, qui s'est terminée il y a 2 mois, je ne sais plus exactement. Donc quand on allait à cette exposition sur David Bowie, on avait droit à un ticket gratuit pour aller voir l'exposition qui se tenait au même moment sur Boulez. Donc là, on voit très bien le rapport de force. Et évidemment, très, très peu de gens profitaient de cette occasion d'aller visiter une exposition consacrée à l'œuvre de Pierre Boulez. Donc là, on le voit très clairement, ce rapport de force, ne serait-ce qu'en termes de visite et d'intérêt et de campagne aussi publicitaire, parce que vous avez sans doute croisé dans les rues de Paris de grandes affiches donc faisant la publicité de cette exposition pour David Bowie. Donc il ne faut pas nier que la pop est partout, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Nous faisons tous nos courses en écoutant ou en entendant les derniers tubes à la mode. Donc voilà, vous avez sans doute entendu parler récemment du succès historique d'Adèle, par exemple, du dernier disque de la chanteuse anglaise Adèle. Donc, on est encore, quand bien même on serait passé à d'autres formes de l'industrie culturelle, on est encore dans une forme de matraquage et de domination, de la forme de hit pop, si l'on peut dire. Tout ça étant
la partie émergée de l'iceberg en réalité, parce que si on se penche un peu plus profondément sur l'histoire des musiques populaires enregistrées, évidemment qu'on découvre une complexité, un rapport critique à ce modèle même du hit, un rapport critique à ce modèle même du matraquage, du divertissement, qui remet évidemment, qui nuance complètement cette idée que la pop serait en soi une forme dominante et donc une forme normative, en quelque sorte. Alors, du coup, ça me mène à ce second aspect, établir un rapport entre pop et critique peut paraître paradoxal, puisque comment ce qui est dominant pourrait être considéré comme critique, dans la mesure où ça apparaît, ce qui domine apparaît comme étant la norme, et le deuxième aspect, donc ça c'est une sorte de rapport paradoxal entre pop et critique, et un rapport aussi, de négation en quelque sorte, dans la mesure où idéologiquement, effectivement, il y a cette idée un petit peu sédimentée dans l'esthétique des musiques populaires enregistrées, selon laquelle la pop serait un art de la rébellion. Pop au sens, alors je prends pop au sens très large, de musique populaire enregistrée, donc intégrant le rock, le punk, toutes ces musiques qui ont construit leur esthétique sur un idéal de contestation de la société capitaliste, de la société patriarcale, bref, qui a engrangé comme ça tout un ensemble d'éléments contestataires de la contre-culture, mais ça encore, c'est une banalité, c'est un petit peu l'idéologie de la musique, des musiques populaires enregistrées, cette idéologie qui s'est elle-même réifiée, hein, c'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui quand on voit un rocker, par exemple, on voit d'abord une attitude de rebelle avant de voir une rébellion ou un discours politique. On voit d'abord la pose, et certains l'ont vu, dès le départ en quelque sorte. Alors, je voulais vous citer, par exemple, une réflexion de Théodore Adorno sur les protest songs de John Baez. Il y a une petite vidéo, mais je ne sais pas si on a accès à Internet. Oui, on a accès à Internet depuis la cabine. Je la montrerai peut-être après, qu'on ne perde pas de temps. Donc c'est une vidéo, une intervention télévisée d'Adorno, en 68, donc où il apparaît à la télévision allemande. Donc il est engoncé dans un sombre costume, il porte une cravate, il a le crâne chenu et majoritairement chauve, et il déclame en termes hyperboliques, quoique rigoureusement choisis, que donc la musique populaire légère industrialisée, la pop en quelque sorte, est mauvaise, mauvaise sans exception, et à ce moment-là, alors que le monde entier s'émeut du folk engagé de John Baez, l'homme assis à sa table d'intellectuel devant sa bibliothèque établit en quelques phrases l'inanité de cette song prétendument engagée, comme de toutes les chansons de ce genre. Donc je vous lis cette intervention qu'on aurait pu voir directement. Je pense, dit-il, en réalité que toute tentative pour associer contestation politique et musique populaire, c'est-à-dire musique de divertissement, est condamnée dès le départ. Et ce pour les raisons suivantes. La totalité de la sphère de la musique populaire, même là où elle se donne des allures modernistes, est à tel point inséparable de l'ancien tempérament, de la consommation et de la fixation débile sur l'amusement, que toutes les tentatives pour en tirer une quelconque nouvelle fonction restent totalement superficielles. Et je dois dire que je trouve insupportable que quelqu'un se mette ainsi en avant et, quelles qu'en soient les raisons, chante à propos du Vietnam sur cette musique doucereuse, cette chanson même qui s'empare de l'horreur et la rend d'une certaine manière consommable, finit par arracher à l'horreur un genre de qualité adapté à la consommation. Et je la trouve en fait insupportable. Donc les trilles chargées d'émotions et de conscience politique de la chanteuse new-yorkaise finissent par blesser en quelque sorte la sensibilité de l'intellectuel qui semble sans cœur. Alors écoute, on entend John Baez, c'est quand même une voix assez saisissante,
assez émouvante aussi dans ce contexte. Mais le propos d'Adorno, c'est finalement de démontrer que la froideur n'est pas du côté que l'on croit. Et avec son réquisitoire sans appel, qu'il adresse donc à un faible auditoire comparé à celui que touche alors John Baez, il a, pour ainsi dire, des airs de hater. Je le qualifie souvent de hater hyperbolique concernant la pop. Vous savez, cette figure qu'on croise énormément sur Internet aujourd'hui. Le hater, c'est celui qui déteste l'artiste à succès, donc qui va alimenter comme ça des listes de commentaires en remarques critiques, pour le coup, mais souvent radicales, voire hyperboliques, donc d'une pop qui serait devenue pure consommation. Ici, on a cette figure d'un hater hyperbolique au sens où, voilà, de toute manière, toute tentative au sein d'une musique légère, c'est-à-dire au sein d'une musique qui a partie liée avec le divertissement, voire même en deçà même de cette idée de divertissement, avec ce qu'il pourrait y avoir d'agréable dans l'art, est condamné dès le départ, comme il le dit. Dans un petit texte que vous connaissez peut-être, le caractère fétiche du caractère fétiche et de la régression de l'écoute. Ça m'échappe. Oui. De l'écoute, non ? Oui, bien sûr. Mais bon, alors, je lis ce livre à peu près tous les jours. Bon, donc il est trop présent dans ma tête. C'est un tout petit livre aux éditions Alia qui est très connu. On sèche tous, pas de souci. Oui. Alors, bon, c'est pas grave. Je vais retrouver. C'est un excellent texte, en tout cas très court, où Adorno donc énonce dès les premières pages cette formule assez radicale selon laquelle tout art agréable est devenu illusion et mensonge. Donc il y a vraiment une construction de la critique d'un art qui serait véritablement critique comme art ascétique, c'est-à-dire opposé à toute tentative de séduction de l'oreille, en quelque sorte, à toute possibilité de consommation culinaire, telle qu'il le caractérise. Et donc, bien sûr, là, on le sait tous ici, c'est cette posture, cette position qui va introduire une dichotomie fondamentale entre musique légère et donc, du point de vue d'Adorno, musique inauthentique, et un modernisme qu'il conçoit comme une musique véritablement responsable et qui, dans sa perspective, doit opposer en quelque sorte à l'auditeur une résistance telle que finalement la musique ne peut absolument pas être consommée, elle doit véritablement être expérimentée et pensée, y compris dans la décomposition du matériau musical, du matériau tonal, avec toute la perte en quelque sorte d'innocence que cela implique dans l'expérience de la musique. Alors la pop, au contraire, mise à fond sur cette innocence, sur cette naïveté, et pour Adorno, au XXe siècle, associer en quelque sorte ces deux dimensions, associer innocence ou du moins esthétique de la naïveté, esthétique de l'innocence et contestation politique, ressemble tout simplement à une sédimentation idéologique non pas seulement sans intérêt, mais dangereuse. Il va jusqu'à dire que les musiques populaires sont... toute musique populaire, de ce point de vue, est mauvaise. Il va très très loin dans la critique. Alors, ce qui m'intéresse à ce stade, c'est qu'en réalité, cette critique adornienne, comme je vous disais, c'est un hater hyperbolique, et cette figure du hater, on la retrouve au sein de la pop, eh bien, cette critique adornienne, en réalité, elle est vivante au sein de l'expérience même que font les amateurs et les compositeurs et les critiques de musique populaire enregistrée. Vous ne trouverez pas moins moderniste, en quelque sorte, qu'un rock critique, qu'un rock critique qui va avoir ce rapport méfiant, justement, aux possibilités critiques de la pop. Donc, au sein des musiques populaires enregistrées,
on retrouve des arguments adorniens, alors plutôt dans cet intermédiaire entre théorie et pratique, qui serait la pratique critique. Par exemple, chez un critique comme Lester Bangs ou un critique comme Greil Marcus, donc dans son ouvrage intitulé Lipstick Traces, il va même jusqu'à rapprocher Adorno et le punk. Donc je vous lis un passage de ce texte. Probablement qu'aucune définition du punk n'est assez large pour pouvoir y intégrer Théodore Adorno, mais on peut retrouver le punk entre chaque ligne des Minima Moralia. En tant que mélomane, poursuit Marcus, il détestait le jazz. Il avait failli avoir un haut le cœur en entendant Elvis Presley pour la première fois, et il ne fait aucun doute qu'il aurait assimilé les Sex Pistols à un retour de la nuit de cristal s'il n'avait pas eu la chance de mourir en 69. Mais on peut retrouver le punk entre chaque ligne des Minima Moralia. Son dégoût miasmatique pour ce que la civilisation occidentale est devenue à la fin de la Seconde Guerre mondiale a été en 77 la matière de centaines de chansons et de slogans. Si toute l'émotion que contiennent les disques des Sex Pistols se résume à l'écart entre un regard vide et une grimace sardonique, dans le livre d'Adorno, toute l'émotion est comprimée entre malédiction et regret. Donc, des rapprochements sont possibles dans la mesure où la pop n'est pas que musique, donc il y a toute cette construction de l'esthétique punk qui s'est mis à avoir un discours, non plus seulement un discours critique sur le monde comme il va, la guerre du Vietnam et les enfants pauvres à travers la planète, mais l'idée que le discours de la musique populaire enregistrée pouvait intégrer en lui-même la critique de la musique populaire enregistrée, la critique, en d'autres termes, de l'industrie musicale de la musique populaire. Donc il y a ce moment très célèbre du concert des Sex Pistols à San Francisco en 78, ou un concert dont il reste quelques images et qui apparaît assez chaotique, avec un Sid Vicious qui arrive à peu près à mettre une note sur 100 dans le temps. Donc toute la scène a quelque chose d'un petit peu apocalyptique, et on voit Johnny Rotten, le chanteur, qui fixe le public en chantant une reprise d'Iggy Pop qui s'appelle No Fun. Donc dans la version d'Iggy Pop, c'est une sorte de no fun un peu baudelairien en quelque sorte, je m'ennuie. Et à ce moment-là, alors que le spectacle bat son plein, la façon qu'a Johnny Rotten de chanter no fun signifie une sorte de négation de la mise en scène divertissante du concert punk en l'occurrence. Et donc il assène comme ça le mot no fun, enfin l'expression no fun. This is no fun at all. Et il poursuit, n'avez-vous jamais eu l'impression de vous faire avoir? Donc, il y a une sorte de formulation comme ça définitive de dissolution, en quelque sorte, de la possibilité d'une expérience divertissante qui se voudrait consciente. Et d'ailleurs, les Sex Pistols, c'est le dernier concert des Sex Pistols, donc il pouvait que le groupe ne pouvait qu'arriver à sa fin à ce moment-là, en quelque sorte. Donc ce moment de conscience critique qui s'énonce contre les conditions même d'une pratique, d'une expérience pop, il trouve un petit peu il trouve son paradigme dans ce moment punk. Et c'est pourquoi le punk, dans la plupart des esthétiques modernistes de la pop, apparaît toujours comme une sorte de climax. C'est le moment où c'est le moment le plus critique, c'est le moment le plus adornien. Je pense qu'on peut le dire assez directement. On peut argumenter. Alors, la difficulté, c'est que le punk a aujourd'hui 50 ans. On se retrouve, pas 50 ans, 30 ans, j'ai du mal ce matin, on se retrouve avec un vieillissement de cette avant-garde punk, on se retrouve face à une situation de légitimation même du punk, qui elle aussi pose problème à son tour, donc dans une sorte de ventre mou esthétique où la pop est majoritaire,
on l'admet quand même, la plupart même des intellectuels ne vont pas se lancer dans une critique de cet art comme l'a fait Adorno à l'époque. Par Alain Finkielkraut aujourd'hui, on ne va pas trouver vraiment d'individu qui va construire une critique absolument radicale de cet art. Donc il y a une sorte de validation, de légitimation qui la rend peut-être encore moins possiblement critique d'une certaine manière, puisque elle est en quelque sorte intégrée au fonctionnement normal de nos vies démocratiques, sans qu'on se soit interrogé véritablement sur son esthétique. Et si ceux qui l'ont fait, ceux qui le font, sont dans une situation de deuil, en revanche, puisque ils ont plutôt le sentiment que c'est un art qui esthétiquement est mort, qui ressasse, sachant qu'en réalité, il a toujours eu un rapport au revival, il a toujours en quelque sorte ressassé, il a innové à partir de ces ressassements. Mais disons qu'il y a une sorte de mélancolie contemporaine qui commence dès les années 70 en réalité, liée au fait que la pop a perdu sa connexion avec l'histoire, avec l'idée d'une émergence de l'émergence d'une génération, de la libération sexuelle. Donc il y a tout ce deuil de ce qu'on espérait, des promesses non tenues de la contre-culture. Eh bien, la pop le prend en quelque sorte de plein fouet. Et cela affaiblit en quelque sorte encore ses possibilités critiques, puisqu'elle n'apparaît plus aujourd'hui sur un plan critique que comme un symptôme des difficultés qu'impose Internet, par exemple, aux formes de représentation. L'idée que aujourd'hui, un album, voilà, la musique ne se vend plus, elle se consomme en continu pour vendre d'autres choses. On utilise des plateformes de streaming, on écoute simplement les morceaux et puis on passe sans avoir un rapport aux œuvres pop elles-mêmes. Donc, cela produit l'idée que il y a un phénomène, la pop est un phénomène symptomatique. On va lire dans les journaux des éditoriaux sur le rapport entre Taylor Swift et Spotify. Donc Spotify qui est une grande plateforme de streaming, le refus donc pour cet artiste de diffuser sa musique gratuitement en quelque sorte, ou du moins à des conditions aussi dans des conditions aussi mauvaises. Donc ça va apparaître et finalement la pop n'apparaît plus que comme le symptôme de ces difficultés économiques, de la dématérialisation, ou disons plus précisément de la micro-matérialisation des œuvres ou des objets des formes des objets de consommation de la culture. Et là encore, on perd de vue je dirais la dimension esthétique de cet art, parce que finalement on ne sait pas véritablement quels en sont les enjeux esthétiques. Donc politiquement, la pop est affaiblie parce que historiquement, elle a perdu, comme beaucoup de choses, elle a perdu son emprise sur l'histoire en train de se faire. Les révolutions arabes ne se sont pas faites avec de la musique. La pop ou le rock, enfin, au sens large du terme, n'a pas du tout joué un rôle central dans les révolutions récentes. Donc la pop et la grande histoire font chambre à part, et la pop apparaît simplement, voilà, comme le symptôme d'un moment économique et culturel de dissolution de la forme œuvre, en quelque sorte. Donc moi, ce que j'essaie de faire, j'ai entrepris tout un travail de construction de théorique concernant la musique populaire enregistrée, c'est d'essayer de penser les enjeux esthétiques de cet art, justement de cesser de se poser de la question de la contestation, de cesser de se poser la question du symptôme, enfin, même si ce sont des questions qui restent présentes et qui doivent revenir à un moment donné dans la réflexion, mais à un moment de me rapporter à ce que c'est que cet art esthétiquement. Et quand je me suis interrogée sur l'origine esthétique de cet art, ou les enjeux proprement esthétiques de cet art, eh bien, j'y ai trouvé
un ancrage, alors qui peut paraître aussi très un peu vieillot, un peu désuet, mais il y a un ancrage fondamental dans l'idée romantique du populaire et dans l'idée, voire l'idée même telle qu'elle a été développée par les Lumières, donc l'idée romantique, ce que j'appelle l'idée romantique du populaire, c'est un idéal utopique de réconciliation avec la nature, avec ce qu'il y aurait de primitif en l'homme, ce qui précéderait la vie urbaine, le monde industrialisé. Alors tout ça est une construction très fantasmatique déjà chez les romantiques, chez von Arnim et les frères Grimm, mais on a dans l'idéal du hit, je considère que on garde cet idéal d'une réconciliation immédiate, cet idéal d'immédiateté qui aurait une prise avec quelque chose d'originel et qui réconcilierait en quelque sorte les individus. Bon, est-ce que je suis encore dans le temps ou... Il faudrait relativement conclure à un moment quelconque. Oui, je vais. Bon, oui. En fait, j'ai plusieurs choses à développer, mais du coup, je pense que je les développerai dans les questions. Simplement, il me semble que la pop est arrivée à un moment où elle doit faire retour sur son esthétique pour se comprendre, plutôt que d'être en quelque sorte obsédée par sa position contestataire dans la société. Cela, de mon point de vue, ne veut pas dire qu'elle abandonne tout rapport à la critique dans la mesure où elle est ses enjeux esthétiques, et c'est ce que j'essaie de construire dans cette théorie cette esthétique de la pop qui est en cours. Tous ces enjeux théoriques ont un rapport critique intégré. Disons, ces enjeux esthétiques. Au cœur de l'idéal esthétique pop, il y a un enjeu esthétique de l'authenticité, l'incarnation humaine qu'on retrouve par exemple dans la musique folk, comme un aspect vraiment fondamental, comme un rapport aux racines, un rapport même à la sincérité, un rapport à la communauté. Or, dès que l'on connaît un petit peu l'histoire des musiques enregistrées, dès qu'on s'intéresse à l'histoire de la folk, on sait à quel point cette authenticité est fondamentalement construite, a été même chez John et Alan Lomax, dès le départ, au moment où ils enregistrent des hillbillies ou Lead Belly dans sa prison, ils lui demandent par exemple de poser en costume de prisonnier pour faire plus authentique. Donc par exemple, cet enjeu esthétique de l'authenticité, il est lui-même traversé d'inauthenticité fondamentalement. Donc voilà un enjeu esthétique au sein duquel on va retrouver une dimension critique. L'enjeu de la réconciliation, je parlais du hit, cet enjeu de l'immédiateté, il est lui-même, dans l'histoire des musiques populaires enregistrées, traversé par le fait que le hit est aussi une forme, en quelque sorte, autoritaire, liée au matraquage, que la plupart des hits ne sont pas du tout des œuvres nécessairement importantes dans l'histoire de la pop. Donc, s'il y a une utopie de la réconciliation dans l'idéal esthétique du hit, nous en vivons à chaque instant aussi la dystopie. Quand on regarde les charts tels qu'ils sont aujourd'hui, mais tels qu'ils ont été, on a aussi cette version du hit comme une forme imposée des musiques populaires enregistrées. Donc au sein de cet enjeu esthétique-là, on trouve encore une dimension critique. Et si l'histoire de la pop a avancé, c'est précisément parce que les compositeurs ont eu un rapport critique à l'idéal du hit. Je pourrais encore développer de ce point de vue-là, mais je vais m'arrêter sur le fait que on pourra discuter de la façon dont moi-même, dans ma pratique de musicienne, je peux intégrer ces contradictions, tout en assumant ici très explicitement le fait que ce n'est pas parce que j'élabore d'un côté je réfléchis aux enjeux esthétiques de la pop sur un plan théorique que ma pratique de musicienne est totalement élucidée théoriquement. Précisément parce que c'est aussi un art qui repose sur de l'accident, sur une certaine expression subjective
naïve ou innocente, ou du moins spontanée, quand bien même cette spontanéité serait en partie réifiée. Donc, il est intéressant aussi à un moment donné, et c'est un problème qui se pose à moi en continu, de me demander comment je rapporte cette réflexion théorique et ma pratique artistique. Et je dois avouer qu'il n'est pas toujours, que cela reste tout de même, se maintient quand même comme deux plans séparés. Je conclurai simplement sur un fait qui est que je suis intervenue dans une école d'art, et que dans le domaine de l'art contemporain, il est fréquent, voire convenu aujourd'hui, de demander si on intervient théoriquement et qu'on est aussi artiste, il faut montrer comment la théorie s'applique à la pratique, en quelque sorte. Or, il est difficile pour moi finalement de proposer une pratique qui soit explicitement théorique, dans la mesure où dans un contexte art contemporain, je n'aurais finalement que mes chansons à offrir, c'est-à-dire quelque chose qui est assez humble théoriquement, qui n'est pas théorique pour ainsi dire, et qui apparaîtrait non élaboré d'une certaine manière théoriquement. Donc il y a cette distance entre une pratique qui est quand même fondée sur quelque chose qui a à voir avec l'immédiateté et l'élaboration théorique. Et pourtant, au sein des enjeux esthétiques de la pop, cette élaboration théorique est à l'œuvre, mais je dirais peut-être finalement après coup, ou dans l'élaboration des compositions ou du positionnement esthétique, mais peut-être moins dans le moment formel accompli, qui est celui de la chanson, qui est la forme que je pratique, justement. Voilà.